Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Cette fin de semaine, je suis tombé sur deux beaux bijoux remplis de FOD. L'un étant un article rédigé par Madame Hélène Buzzetti, chroniqueuse politique intitulé « Les crypto-institutions » et l'autre une vidéo de l'émission Les Décrypteurs produite par Radio-Canada. Essentiellement, ces deux œuvres journalistiques se montrent très critiques à l'égard de Bitcoin en échafaudant un argumentaire vaseux, caricatural et à la limite fallacieux. Les deux œuvres sont galvaudées de critiques maintes fois déconstruites, invalidées et rendues inopérantes sur Bitcoin. Vous aurez donc compris que ma vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de déconstruire point par point les critiques les plus aberrantes utilisées directement ou indirectement par Madame Buzzetti et Radio-Canada. Je tiens à préciser qu'il est tout à fait légitime d'être critique à l'égard de Bitcoin, de ne pas porter le projet de Satoshi Nakamoto dans son cœur ou même d'en questionner sa pertinence. Par contre, si vous critiquez Bitcoin, ayez au moins l'humilité de le faire avec diligence raisonnable. Faites quelques lectures préalables sur le sujet, prenez le temps d'en comprendre la genèse et surtout remettez en question vos préconceptions à l'égard de Bitcoin car celles-ci ont beaucoup plus de chances de s'enraciner dans un monde de mythes et de légendes que dans la réalité. Je me concentre principalement sur l'article d'Hélène Buzzetti, mais je vais aussi vous présenter les passages vidéo les plus hallucinants du reportage des décrypteurs. Alors, allons-y. D'abord, il faut mentionner que le texte de Madame Buzzetti se veut une critique du candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre. Elle critique fortement le fait que Poilievre soit pro-Bitcoin et qu'il affirme vouloir faire du Canada un hub pour cette industrie bouillonnante des crypto-monnaies. Par contre, à travers sa critique de Pierre Poilievre, Buzzetti attaque Bitcoin sans retenue. Vous comprendrez que je ne me porterai pas à la défense de Pierre Poilievre. C'est un homme intelligent qui est tout à fait capable de défendre ses idées lui-même. C'est une chose d'avoir de l'aversion pour un candidat à la chefferie conservatrice faisant la promotion du désengagement de l'État et des libertés individuelles, mais c'en est une autre de propager de vieilles faussetés sur Bitcoin. Madame Buzzetti débute son article en faisant un parallèle entre Bitcoin et le documentaire Netflix Crypto Parano, qui raconte l'histoire du Canadien Gerald Cotton, dont la plateforme d'échange de crypto-monnaies Quadriga CX a servi de tremplin pour frauder des millions d'investisseurs. Autrement dit, elle fait le parallèle entre l'histoire de Quadriga CX et Bitcoin dans le but d'exposer l'aspect frauduleux que revêtirait la crypto-monnaie. Même si Bitcoin et de façon plus large le secteur des crypto-monnaies ont fait l'objet et font toujours l'objet de fraude, ce qui est frauduleux, c'est de dire que Bitcoin égale fraude. Tromperie numéro 1, Bitcoin égale fraude. Les fraudeurs profitent toujours de l'ignorance des gens, peu importe le moyen utilisé pour réaliser leur fraude. D'ailleurs, ça vaut la peine de mentionner que toutes les plus grandes fraudes de l'histoire ont été réalisées avec de la monnaie fiat, qu'on pense à Vincent Lacroix et Norbourg, ici même au Québec, ou à Bernard Madoff, aux États-Unis, dont la pyramide de Ponzi totalisait 65 milliards de dollars américains. Ces malfaiteurs sont passés à travers un système financier hyper régularisé et ont utilisé la monnaie fiat pour commettre leurs crimes. Donc, d'étiqueter le monde des crypto-monnaies et Bitcoin comme étant frauduleux, c'est de faire un raccourci intellectuel malhonnête et de se fermer les yeux sur le vrai visage du système financier traditionnel. D'ailleurs, même les banques s'adonnent à de la fraude dans le système fiat. On n'a qu'à penser à Wells Fargo aux États-Unis. Il faut aussi souligner qu'une fraude n'est possible que lorsque la confiance doit être établie entre deux parties pour qu'une transaction ait de l'avant. Il se trouve que la confiance est justement au centre du système financier actuel, ce qui en fait un cheval de Troie idéal pour tout fraudeur. Vous devez faire confiance à votre banquier, à votre planificateur financier, à votre émetteur de carte de crédit, à votre comptable, etc. à chaque fois que vous voulez faire une transaction monétaire. Or, Bitcoin vous permet de transiger sans accorder votre confiance à la contrepartie avec laquelle vous transigez. Bitcoin vous permet d'être souverain et de vous protéger de la fraude plus efficacement que vous ne pourriez le faire avec votre monnaie papier et le système financier traditionnel. Tout utilisateur de crypto doit comprendre qu'en cold storage, vos actifs sont plus en sécurité que les lingots d'or dans les coffres forts de Fort Knox aux États-Unis. Ensuite, en prenant l'exemple du convoi des camionneurs, Madame Buzzetti nous dit essentiellement que Bitcoin est un outil utilisé pour financer des activités illicites ou des groupes criminels. Même son de cloche du côté de Radio-Canada. Le système est conçu pour évader aux autorités. Il ne faut pas se surprendre que c'est utilisé pour mener toutes sortes d'activités illégales ou du moins des activités qui sont autrement réglementées dans le système financier actuel. Tromperie numéro 2, Bitcoin est utilisé par les criminels pour financer leurs activités illicites. Bitcoin est un réseau neutre qui peut être utilisé par tous. Il n'y a aucune discrimination sur le réseau Bitcoin. Personne ne peut être censuré ou en d'autres mots, rejeté du réseau.
Oui, Bitcoin peut être utilisé pour financer des mouvements auxquels vous n'adhérez pas, comme celui des camionneurs, mais il sert aussi à financer d'autres causes plus largement soutenues. Par exemple, la résistance en Ukraine a été financée de façon importante dès les débuts de l'attaque russe avec des millions en crypto-dons envoyés à l'Ukraine. Une façon plus rapide et plus efficace de transmettre les fonds à ceux qui en avaient réellement besoin. Il faut aussi mentionner que l'argent fiat, l'euro, le dollar canadien et le dollar américain sont les instruments préférés par les acteurs malicieux pour financer le terrorisme, les guerres et l'autoritarisme. En fait, Bitcoin est l'un des pires outils que peuvent utiliser les malfaiteurs pour financer leurs activités criminelles. La principale raison est que toutes les transactions réalisées sont enregistrées sur la blockchain et que l'historique transactionnel est à la disponibilité des autorités ad vitam aeternam, ce qui leur permet d'en faire l'analyse en détail. Tromperie numéro 3, Bitcoin est idéal pour les criminels parce qu'ils peuvent brouiller les pistes. C'est pourtant ce que nous dit Mme Busetti dans son article. Peu importe le nombre de transactions réalisées, elles sont toutes enregistrées et un travail d'analyse peut vous permettre de remonter la chaîne jusqu'à la source. Autrement dit, de dire qu'on peut brouiller les pistes avec Bitcoin est une méprise. Rien ne peut être brouillé. Vous pouvez faire 1000 transactions et celles-ci vont toutes pouvoir être analysées. C'est le pire outil à utiliser pour les criminels et ce n'est pas pour rien qu'ils préfèrent l'argent liquide où aucune transaction n'est enregistrée et ne peut donc être analysée. Des entreprises se spécialisent dans l'analyse judiciaire de la blockchain et des gouvernements comme celui des États-Unis en sont maintenant des experts. En exemple, la saisie de 3,6 milliards en Bitcoin provenant de 2 criminels ayant fraudé Bitfinex en 2016. Il n'y a pas d'anonymat sur Bitcoin dès que votre clé publique est connue. Mme Busetti poursuit en nous disant que la Chine a interdit les crypto-monnaies en 2021 et qu'il n'est plus possible en Chine de transiger ou de miner du Bitcoin. De là découle la tromperie numéro 4. Bitcoin devrait être interdit parce que d'autres pays, à l'instar de la Chine, l'ont fait. Je vous rappelle qu'en plus de bannir le minage de Bitcoin et les transactions faites sur Bitcoin, la Chine a aussi interdit Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, Spotify, Twitch, Google, Wikipédia, New York Times, BBC, Wall Street Journal, WhatsApp et la liste continue. La Chine a aussi banni la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté d'association et la diversité politique. Est-ce que la Chine est un modèle à suivre en termes de prohibition? Est-ce qu'on devrait suivre leur exemple, que ce soit par rapport à leur traitement des crypto-monnaies ou tout autre aspect de notre société? S'il fallait se baser sur ce que fait la Chine pour assurer la saine gestion de notre démocratie, nous n'aurions tout simplement plus de démocratie. S'ils ont interdit Bitcoin, chose qu'ils ne peuvent pas faire en passant, c'est parce que Bitcoin est une menace à leur modèle autoritaire. En ne pouvant censurer les utilisateurs de Bitcoin, l'État chinois se retrouve avec des citoyens libres financièrement, pouvant s'exprimer et financer des mouvements pro-démocratie allant à l'encontre du régime de terreur imposé dans le pays du milieu depuis 1949. Bitcoin est en fait une barrière contre toute forme d'autoritarisme politique. Et puis, même si officiellement la Chine a interdit Bitcoin, elle l'a fait avec plus ou moins de succès parce que les Bitcoins se transigent toujours en Chine, malgré les multiples annonces de son interdiction. Puis, l'article sous-entend que l'interdiction du minage est en fait une bonne chose compte tenu de l'aspect énergivore de cette activité. Tromperie numéro 5, Bitcoin est mauvais pour l'environnement et l'énergie utilisée est gaspillée. D'abord, les mineurs de Bitcoin ont un incitatif à s'approvisionner en énergie bon marché parce qu'il s'agit de leurs coûts les plus importants. Il se trouve que la grande majorité de l'énergie bon marché est soit complètement verte, comme l'hydroélectricité, soit le résultat d'un recyclage énergétique ingénieux, comme l'utilisation du brûlage des gaz à la sortie d'un puits de pétrole. Par-dessus tout ça, de dire que Bitcoin est énergivore, c'est la même chose de dire que l'armée canadienne est extrêmement énergivore. Oui, Bitcoin consomme beaucoup d'énergie et c'est même désirable. C'est la barrière, le mur assurant l'intégrité du réseau. À quoi sert l'armée? À protéger nos libertés, notre propriété privée, notre capital humain et financier des attaques externes. On réalise avec ce qui se passe en Ukraine à quel point il est important d'avoir une armée pour nous protéger. Plus une armée consomme d'énergie, plus normalement elle est puissante et mieux sont protégées nos libertés, notre propriété privée et notre capital. C'est quoi le rapport avec Bitcoin? Les milliers de mineurs de Bitcoin représentent aussi une armée
qui a pour objectif de sécuriser le réseau Bitcoin et donc les libertés et la propriété privée des détenteurs de Bitcoin. Avec un réseau fort, il est impossible de voler, diluer ou frauder votre propriété privée. Avec Bitcoin, il est inutile d'avoir un réseau de coffres-forts, d'agents de police, de militaires, de gardes de sécurité, de professionnels en cyberattaque, de gestionnaires de banque ou de caissiers pour assurer le fonctionnement et la protection du réseau. Lorsqu'on dit que Bitcoin est énergivore, on ne réalise pas d'une part que le système financier traditionnel l'est aussi, et d'une autre qu'il est souhaitable que le réseau consomme des tonnes d'énergie pour assurer sa résilience. Ce qui ne consomme pas d'énergie ne vaut pas grand-chose. On ne peut atteindre la puissance, la sécurité et la résilience sans consommer de l'énergie. Toutes les choses les plus puissantes de notre galaxie consomment des quantités immenses d'énergie. Que ce soit dans l'article de Mme Busetti ou dans le reportage de Radio-Canada, toute critique du système monétaire actuel, de ses conséquences réelles sur nos vies et toute tentative de présenter Bitcoin comme une possible alternative se résume en quelque sorte à une mission de diabolisation puis de déconstruction de l'État. Radio-Canada affirme même que de dire que les banques centrales dévaluent notre pouvoir d'achat est une conspiration, imaginez-vous. Satoshi Nakamoto a déjà laissé sous-entendre que les banques centrales font exprès pour créer l'inflation dans le but de voler de l'argent aux citoyens. Puis ça, c'est des conspirations qui existent depuis les années 30, depuis la création de la Banque centrale américaine, la Fed. Tromperie numéro 6, Bitcoin prend racine dans un mouvement conspirationniste anti-État. De dire que les banques centrales dévaluent notre pouvoir d'achat par l'impression monétaire afin de payer pour les dépenses publiques n'est pas une conspiration. En fait, de dire l'inverse a beaucoup plus le potentiel de se qualifier ainsi. Le système monétaire actuel est brisé. Une bonne monnaie permet de transporter dans le temps et dans l'espace le fruit de son travail. Le travail nécessite une dépense énergétique et la monnaie, c'est le réservoir permettant d'emmagasiner cette énergie pour l'échanger plus tard contre des biens et services. La monnaie, c'est une batterie. Une bonne monnaie, c'est l'équivalent d'une bonne batterie qui ne perd pas sa charge que vous la laissiez 2 jours, 2 ans ou 20 ans dans le tiroir de la cuisine. Malheureusement, les dollars canadiens ou américains sont l'équivalent de batteries bon marché qui se vident de leur charge lorsque laissées trop longtemps dans le tiroir de la cuisine. Les dollars canadiens et américains ont perdu plus de 96% de leur pouvoir d'achat en moins de 100 ans. Ce n'est pas une conspiration, ce sont des données qui proviennent de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale américaine. En 2 ans, la masse monétaire a augmenté de 28% au Canada et de 40% aux États-Unis. Une dilution directe de notre pouvoir d'achat orchestrée par les banques centrales et les gouvernements afin que ceux-ci puissent s'acquitter de toutes les dépenses engagées en réponse aux restrictions sanitaires qu'ils ont eux-mêmes imposées. Regardez le résultat aujourd'hui. Le prix de tout augmente, ce qui veut dire que le pouvoir d'achat de votre monnaie fond comme neige au soleil. C'est sans compter le fait que la valeur de l'IPC fournie par Statistique Canada ou le Bureau of Labor Statistics sous-estime l'inflation réelle dans l'économie en raison de la méthode de calcul utilisée. À l'opposé, Bitcoin est l'équivalent d'une batterie qui ne perd jamais sa charge. Le pouvoir d'achat de Bitcoin s'est accru annuellement au cours des 10 dernières années. Il faut aussi dire que Bitcoin est conçu pour éviter toute manipulation ayant pour objectif de dévaluer, diluer ou usurper le pouvoir d'achat de ses détenteurs. L'adoption ou la promotion de Bitcoin n'implique pas non plus une diabolisation de l'État. L'État est légitime et nécessaire, mais l'État et les politiciens ont toujours été de mauvais gestionnaires monétaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la presse à monnaie, soit la Banque centrale, et le gouvernement sont techniquement indépendants. Force est de croire que cette séparation n'est qu'une parure compte tenu de la facilité avec laquelle les politiciens ont pu financer leurs programmes par la dilution de notre pouvoir d'achat. C'est pour cette raison qu'il est dans l'intérêt des citoyens que leur monnaie ne soit pas soumise aux manipulations politiques qui ont cours avec les monnaies fiat. Bitcoin permet une séparation béton entre le pouvoir monétaire et le pouvoir politique. Bitcoin n'est pas anti-institution, il est seulement pro-incorruptibilité et peut tout à fait exister à l'intérieur du système financier actuel, comme c'est déjà le cas d'ailleurs. Finalement, on critique le fait que Bitcoin soit spéculatif et qu'il serait dangereux que les gens se tournent vers cette alternative. Tromperie numéro 7, Bitcoin est une bulle spéculative dans laquelle vous allez tout perdre. Est-ce que le prix de Bitcoin varie? Oui. Est-ce que vous pouvez perdre de l'argent dans Bitcoin? Oui. Mais la réalité est que quiconque ayant investi dans Bitcoin il y a plus d'1 an, tout en conservant ses Bitcoins, a fait de l'argent. Est-ce que ça veut dire que vous devriez acheter des Bitcoins? Non, ce n'est pas pour tout le monde. Une technologie en cours d'adoption fait toujours l'objet de fluctuations. Clairement, lorsqu'on regarde un graphique du prix de Bitcoin, les montagnes russes peuvent sembler étourdissantes. Cependant, lorsqu'on regarde le prix de Bitcoin sous la loupe
d'un graphique logarithmique, la tendance est beaucoup plus nette et les montagnes russes font place à une jolie S-curve. Oui, Bitcoin est spéculatif lorsqu'on aborde l'aspect de son prix uniquement. Difficile de prédire s'il sera de 100 000 ou de 1 million dans 10 ans. Par contre, lorsqu'on regarde le rythme avec lequel il est adopté dans le monde, sa courbe d'adoption suit celle de l'Internet à la fin des années 90. En terminant, des articles et des reportages vaseux à l'égard de Bitcoin, il y en a eu, il y en aura d'autres. Les gens ont le droit de s'exprimer sur le sujet, de partager leurs opinions et de critiquer Bitcoin comme ils le veulent. Par contre, je crois qu'il est important de pointer du doigt les tromperies qui sont présentées comme des faits. Je ne prétends pas détenir la vérité non plus, mais clairement, dans ce cas-ci, un travail de redressement devait être fait sur l'article d'Hélène Buzzetti et le reportage des décrypteurs à Radio-Canada. Les liens sont dans la description si vous voulez les consulter. Laissez-moi savoir dans la zone commentaires ce que vous en pensez. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.